qui traverse les sociétés contemporaines. C'est quelque chose que l'on a intérêt à situer et à étudier dans des textes qui datent déjà, parce qu'on a l'ensemble des données et des références, mais qui en même temps touchent à la pensée contemporaine, dans la mesure où elle n'a pas réfléchi d'une façon très précise, sauf par éclair ou fragmentairement, à ce que pouvait être, dans le sens de Fourier, une nouvelle organisation des relations sexuelles, ou comme il préfère le dire, parce que isoler le sexuel, c'est déjà une sorte de prise de parti qui peut-être n'est pas très justifiée. Le nouveau système des amours, parce que le nouveau système des amours est quelque chose qui peut-être est plus englobant, qui présente plus le caractère de la relation sexuelle dans sa complexité. Bon, on pourrait s'adresser alors peut-être à la salle pour savoir s'il y a des questions à poser sur ces problèmes qui ont été exposés aujourd'hui d'une façon un peu décousue, mais enfin qui, dans ce domaine très complexe, consiste à indiquer des lignes de réflexion. Il n'y a pas de... Albin, toi qui est féconde en intervention. En fait, moi, j'ai pas trop compris le rapport entre la première citation et ce qui a été développé par la suite. Oui, donc la première remarque porte sur les corps. Et les corps, comme René Scherrer a éclairci, entrent d'une manière très spéciale dans le champ des sexualités. C'est-à-dire que pour être plus précis, on peut aborder la sexualité vers un plan historique où l'on trouve avant Kant la sexualité en tant que force. C'est le cas de Montaigne. Là-bas, non, chez Montaigne, les corps est considéré comme une force et du même ordre du désir quelque part, parce que Montaigne parle du membre viril et le membre viril chez Montaigne est une chose qui ne peut pas être vaincue, est une chose tout puissante. Ah oui, c'est Montaigne, c'est ça. Oui, c'est ça, qui est sur des vers de Virgile. Oui. C'est ça, qui est une contre-péterie, d'ailleurs, oui. Je le signale, sur des vers de Virgile, ce qui fait sont des verges viriles, et qui est dans les essais de Montaigne. Tandis que chez Kant, le corps s'en sert d'une optique juridique. Le corps, qu'est-ce que c'est? C'est une chose. C'est une chose qui vient à s'entretenir avec le désir. Mais voilà, dans ces cadres, il y a un décalage entre le corps, le désir
et la loi. Donc le corps, chez Kant, est une entité juridique, si l'on peut dire. C'est ça. Mais là c'est juste, en effet, ta remarque est très juste, oui. Mais je ne pensais pas, évidemment, à ces essais de Montaigne. Où est-ce que ça se trouve? Tu l'as la référence exacte, elle a des vers de Virgile, tu l'as apporté? Non. Mais... Oui. Mais dans quel chapitre des essais ça se trouve? Tu l'as? Non? Non. C'est dans le chapitre qui s'appelle « Sur des vers de Virgile ». Peut-être, oui, je l'avais noté à plusieurs reprises, mais je ne me rappelle plus où ça se trouve. Mais en effet, tu as raison, qui est quelque chose s'inspirant, comme tout Montaigne d'ailleurs, de citations qui sont prises dans Virgile, dans les poètes grecs, latins, chez Plutarque énormément, construit une certaine forme, en effet, correspondant à ce que j'appelais un peu la logique du corps, c'est-à-dire c'est la constellation propre du corps. Le corps a ses exigences, ses formes, ses modes d'accès, ses modes d'action, on pourrait presque dire autonome, qui n'est pas sous la domination de la pensée, qui n'est pas dans sa maîtrise exactement, et qui peut agir. D'ailleurs, je citais moi, relativement à cela, Saint Augustin dans la Cité de Dieu, également, qui montre comment le corps, surtout d'un point de vue sexuel, a une certaine forme d'indépendance. C'est très extrêmement curieux, d'ailleurs, quand Saint Augustin passe en revue les domaines dans lesquels l'esprit peut s'appliquer au corps, un petit peu partout, y compris, dit-il, ce qui est extrêmement comique d'ailleurs, y compris dans le sit venia verbo, dans le maniement du cul. Parce qu'il y a des pétomanes qui peuvent moduler de la musique avec leur P, ce qui prouve que s'il est sous la domination de la volonté. Tandis que les érections du membre, il le dit très précisément, les érections du membre viril sont imprévisibles. Ce qui lui fait attribuer d'ailleurs à des forces sataniques, à des forces indépendantes de la volonté humaine, cette concupiscence, c'est là-dessus où il greffe ses considérations sur la concupiscence de la chair et sur le fait que c'est par son incarnation, par cette concupiscence, que l'homme est essentiellement pécheur, ce qui n'empêche qu'il peut dominer cette concupiscence ou qu'il peut la dériver, mais il y a effectivement quelque chose qui fait qu'il y a dans la sexualité une puissance qui est reconnue comme étant indépendante, tandis que Kant a l'air de faire une sorte de corps abstrait que l'on marchande, de puissance complètement disponible à volonté, dont on peut disposer. Les autres réflexions portent justement sur cette autonomie corporelle, et tu as raison de rappeler, Montaigne en particulier a écrit des choses très intéressantes à ce sujet, sur le corps et sur le membre viril. Mais toujours, on pourrait dire, d'ailleurs, du point de vue masculin, du point de vue du membre, du point de vue, c'est ce qui justifierait peut-être Lacan avec sa théorie de l'unicité et de la centralité du phallus. Les seules personnes qui, au XVIe siècle, par exemple, parlaient, dans l'Antiquité, Sappho a écrit des textes du point de vue de la femme, qui sont très intéressants et très beaux du point de vue formel, et Louise Labbé au XVIe siècle, qui a écrit également du point de vue du désir corporel féminin, des choses très intéressantes et très indépendantes
ce qu'on peut appeler, ce qu'on a appelé le phallocratisme masculin. Mais elles sont relativement rares. Donc, on peut être justifié de dire qu'il y a de ce point de vue aussi quelque chose qui est peut-être exclusivement la manière d'avoir traité du point de vue masculin ces problèmes, sauf Fourier. Sade, c'est à la fois vrai et pas vrai, parce qu'il y a des héros possessifs et dominateurs chez Sade, qui sont, comme Juliette, des femmes. Donc la femme n'est pas du tout, ce n'est pas une domination chez Sade de l'homme sur la femme, ce n'est pas du phallocratisme, puisque les désirs, l'impérialisme des désirs est tout à fait séparé du phallocratisme. C'est quelque chose qu'il faudrait aussi ajouter, bien que d'une façon générale, il y ait ce soit les femmes qui soient victimes, comme Justine, comme la marquise de Ganges, dans les romans de Sade, ce sont effectivement généralement des femmes qui sont des victimes, mais ce n'est pas universellement du phallocratisme. Chez Fourier, au contraire, il y a une puissance accordée, une puissance amoureuse supérieure accordée à la femme. C'est elle, en quelque sorte, qui est, on pourrait dire, la directrice du jeu érotique, comme on voit dans Le Nouveau Monde amoureux, où il met en scène une séance, comme il l'appelle, où c'est une femme qui tient le rôle primordial. Donc le problème de cette résurgence ou autonomie de la puissance corporelle ou de la puissance sexuelle n'est pas nécessairement, n'est pas orienté uniquement, bien que majoritairement, vers le phallocratisme ou vers la domination uniquement du sexe mâle. Non, tu n'as rien à dire. Bon, eh bien, il est 5h30. On pourra considérer donc, pour ne pas trop se fatiguer, que cette séance est conclue. Et la prochaine, je le rappelle, dites-le, mais à envoyer des mails pour annoncer qu'il y a la semaine prochaine, une séance. C'est ça, pourquoi tu me présentes un crâne? Ah ben. Le 16 juin. Oui, c'est ça, tu me présentais un crâne, je ne sais pas pourquoi tu me présentais ces crânes. Bon, merci pour Hérodotus, tu t'en es très bien tiré, je te félicite et je t'applaudis.